Moi, je crois beaucoup aux synchronicités. C'est qu'à un moment, tu as un ensemble de faisceaux d'indications qui dit lance-toi dans le projet. En gros, ça faisait 10 ans que je saoulais tout le monde pour dire mais lancer un truc sans perturbateur endocrinien, une troisième voie, de la cosmétique naturelle, faire des produits pour accompagner un peu sur des sujets tabous. Moi, je suis très essentielle. Je veux des routines courtes, simples, sur des sujets où je trouve qu'il manque de produits. Et puis, j'ai rencontré des gynécos, j'ai rencontré des femmes. J'ai commencé dès début 2019 à faire des enquêtes, en fait, à faire des petits cercles avec des gens en disant mais vous en pensez quoi de la santé de la femme, à faire des questionnaires auprès des femmes autour de ça. Bonjour, bienvenue dans Le Panier, le premier podcast e-commerce. Mes invités cartonnent et me livrent leurs secrets de réussite et les problèmes qu'ils ont rencontrés pour qu'on puisse, ensemble, apprendre à vendre mieux et plus. Mon engagement ici est simple, avoir une conversation sans filtre et sans faux semblant, et à ce que vous repartiez inspiré des succès, mais également des échecs, de mes invités avec les bons outils et les bons réflexes. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence digitale qui fait des sites incroyables et des strates de communication et d'acquisition sur mesure. On travaille pour des grands groupes comme pour les startups, en France comme à l'international, que ce soit pour lancer un site, refondre un e-commerce, développer un SaaS sur mesure, poser une strate de contenu ou repenser un business model. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com ou LinkedIn et je me ferai un plaisir de vous répondre. Bonne écoute! Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Panier qui s'annonce très très riche, je vous préviens. J'ai l'immense plaisir de recevoir Caroline de Blinière qui est la cofondatrice avec Anna Walid de Millet. Millet qui veut dire la bonne amie dans le sud, hein, en Provençal, ouais, dont vous êtes originaire. Je suis parisienne à l'origine, mais je suis partie vivre effectivement dans le sud il n'y a pas longtemps. J'ai de la famille là-bas. Il n'y a pas longtemps. Du nord au sud, c'est bien, t'es partie quand ? Je suis partie juste avant le confinement. Inspiration, intuition de dingue. Ouais, c'est ça, c'est bien. Non, c'était un projet après notre retour de l'étranger. On a eu un petit peu de mal à revenir à Paris avec les enfants et on est parti en fin 2019. Millet.care, M-I-Y-E.care. Tu accompagnes les femmes de manière naturelle pour retrouver un équilibre hormonal sans faire justement appel à des hormones ou d'autres produits qui ne seraient pas bons pour le corps. Oui, bravo. Oui, effectivement, Millet est parti de ce constat qu'il y a beaucoup de déséquilibres hormonaux chez les femmes et de plus en plus. On a parlé rapidement, mais sans plomber, en fait, on le voit à plusieurs niveaux, c'est-à-dire au niveau de l'incidence de troubles divers et variés, donc thyroïde, au niveau de l'incidence des cancers du sein, qui est beaucoup plus médiatisée, dont on sait que l'incidence augmente, même si c'est mieux soigné. Les pubertés précoces chez les jeunes filles. Avec des chiffres incroyables sur le cancer du sein, non ? Oui, une femme sur 8, aujourd'hui, on estime une femme sur 8 sera touchée et x2 en 30 ans en termes d'incidence. x2 en 30 ans en termes d'incidence, c'est quand même assez incroyable. Et ça touche aussi un peu les hommes, très peu. J'aime bien parler de ça parce qu'on n'en parle pas assez. Non, on n'est pas épargnés non plus. C'est 1% des hommes qui peuvent être touchés par un cancer du sein aujourd'hui. Donc, c'est pas non plus anodin. Et en fait, effectivement, sur les endroits où il y a les eaux les plus polluées, il y a vraiment une féminisation. On parlait des perturbateurs endocriniens qui sont beaucoup pointés du doigt. Donc ça peut aller des pesticides au plastique circulant, aux meubles en bois agglomérés avec les cols. Enfin, il y a toute une liste de perturbateurs endocriniens. Et en fait, l'impact, c'est que ça peut essentiellement cibler les œstrogènes. Donc il y a un nom barbare qui s'appelle xénoestrogène, qui veut dire que ça va en fait mimer ou remplacer, ou en tout cas rentrer en concurrence avec le récepteur des œstrogènes, avec à la clé des problèmes qu'on a notés de thyroïde, de choses comme ça. Et on est en train aussi de redécouvrir, alors ça on ne sait pas si c'est mieux diagnostiqué ou si c'est plus présent, c'est toujours la grande question, mais l'endométriose, le SOPK, donc syndrome des ovaires polykystiques, sont vraiment des pathologies hormonales, c'est-à-dire qu'il y a un dysfonctionnement hormonal à la base, on est en train de mieux l'identifier et on se rend compte que rien que ça touche plus de 20 à 25% des femmes. Donc une c'est femme sur énorme. 4, ouais. De toute façon, au cours d'une vie de femme... C'est quoi ? L'endométriose, en fait, c'est un dérèglement de l'endomètre. L'endomètre, c'est la muqueuse qui tapisse en fait l'utérus et donc qui est évacuée avec les règles tous les mois quand il n'y a pas de nidation. Et en fait, elle peut se développer de manière un petit peu anarchique au niveau d'autres organes, par exemple dans les intestins, dans des choses. Donc, ça fait des mini-hémorragies internes, en fait. Donc, ça peut être extrêmement douloureux. Je rappelle, il y a des drames, mais il y a des femmes jeunes qui meurent de douleurs d'endométriose. C'est extrêmement rare, mais c'est
Ça peut être Mourir une maladie de douleur. atroce. Ouais. Une femme qui a fait un arrêt cardiaque récemment, qui avait une trentaine d'années, de douleur d'endométriose. Alors, c'est le cas le plus grave et le plus rare, mais c'est atroce, quoi. Et le SOPK? Et le SOPK, c'est le syndrome des ovaires polykystiques. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a plusieurs formes de SOPK. Mais en gros, c'est une espèce de syndrome métabolique qui va impacter notamment la fertilité, qui a tendance à dérégler les hormones, à créer de l'acné, un peu plus de pilosité et à impacter la fertilité. Donc, très impactant sur la vie, et la résistance à l'insuline aussi, qui serait un précurseur de diabète, notamment. Et donc, il touche évidemment par les femmes uniquement. Oui. Ouais. Dans les déséquilibres hormonaux, il y a aussi D'ailleurs, tu as commencé une phrase, hein. Tu disais les femmes. Oui, la parole. Que les femmes, de toute façon, au cours de leur vie, ce serait très rare qu'une femme n'ait aucun problème hormonal, parce que ce soit en période de puberté, au moment de la grossesse, du postpartum aussi, ou de la ménopause, on va dire passer de la toutes ces étapes. Évidemment. Ouais, bien sûr, la contraception, avec les arrêts de contraception, on parle de plus en plus des effets rebonds. Ça veut dire qu'à l'arrêt de la contraception, il peut y avoir une certaine inertie ou une résurgence de problèmes qui était un petit peu masqués par la pilule. Il y a beaucoup de femmes, notamment qui ont de l'endométriose, qu'on met sous contraceptif pour masquer les symptômes. Ça ne soigne pas, mais ça masque, puisque ça bloque l'ovulation. Ok. Donc, comme ça bloque l'ovulation, ça va bloquer la prolifération aussi de l'endomètre. Mais en gros, ça ne soigne pas. Donc, à l'arrêt, parfois, ça peut créer justement un espèce d'effet rebond. Donc, au moment où on veut un enfant, il y a beaucoup de femmes qui parlent de ça. C'est un thème qui a été très abordé sur les réseaux de « Oula, qu'est-ce qui se passe dans mon corps là ?» Et en fait, c'est vraiment ce sujet qui a été traité de manière très hormonale dans les années 80. Pour en revenir à ton point de départ, on disait finalement, dès que tu as la moindre douleur et que tu as 15-16 ans, que tu as des cycles qui sont installés que depuis 1 ou 2 ans, en fait, que tu n'as même pas encore eu les tempêtes hormonales, il y a la puberté et la ménopause, donc ça commence, ça s'arrête, il y a toujours une mise en place des cycles. Ça ne se fait pas du jour au lendemain sur des cycles de 28 jours réguliers, d'ailleurs ça n'existe pas, mais il y a une mise en place. Et en fait, on avait tendance à mettre très vite les jeunes filles sous pilule pour réguler ça et dire ça régule un peu les douleurs, ça va bloquer l'ovulation. Avant même les premiers rapports, enfin c'était pas en lien avec. Ah oui, non. Il y a beaucoup de femmes. C'était uniquement pour de l'acné, très classique, pour calmer un peu l'acné hormonale, et puis pour calmer certaines douleurs, mais à tort ou à raison. Le fait est qu'on a eu beaucoup recours à des traitements hormonaux et des pilules hormonales, et aujourd'hui, il y a eu tous les scandales de pilules 2e, 3e génération et autres. Mais aujourd'hui, il y a une tendance intéressante, c'est qu'il y a un net recul de la prise de pilules chez les jeunes filles de moins de 35 ans. Donc, il y a vraiment une tendance. Elles étaient plus de 70% dans les années 70 et aujourd'hui, on est à moins de 35% des femmes qui prennent la pilule. Donc, il y a une évolution très nette. Il y a eu une défiance, il y a eu tous les problèmes qu'on a vus autour de ces pilules, mais il y a quand même des femmes qui ont envie de comprendre ce qu'est un cycle. C'est un côté positif aussi. Je ne suis pas du tout anti-pilule et ça a apporté plein de choses. Mais des femmes qui ont envie de se reconnecter à leur corps, de comprendre ce qui se passe, de voir les impacts sur la libido, l'humeur, plein de choses en fait, de comprendre comment elles fonctionnent. Et ça, c'est assez positif. Et le traitement hormonal, c'est encore pire, les stats, puisqu'elles étaient plus de 90% quand on a lancé le fameux traitement hormonal dans les années 90. Et aujourd'hui, il y a eu une étude qui était un peu erronée d'ailleurs, parce que c'était sur des stats aux États-Unis qui a fait peur aux femmes avec les cancers du sein. Et aujourd'hui, elles sont moins de 10% à prendre des traitements hormonaux substitutifs. Donc il y a quand même une vraie reprise en main de leur cycle par les femmes. Et en conscience, oui. Et tu parlais de tout ça se termine, ou se termine pas d'ailleurs, mais la ménopause et la deuxième grande tempête là. Ouais, tu peux l'appeler l'adultescence aussi, moi je préfère, c'est plus sympa que la ménopause. Mais si tu veux, tu as vraiment ces deux phases, tu as la mise en place des cycles, et puis après tu as l'arrêt des cycles avec la baisse progressive des hormones sexuelles, notamment oestrogène, progestérone, qui s'arrête jamais vraiment. Mais comme c'est des phases où en fait on va passer à un autre état, je rappelle qu'une femme en quelques mois, on a plus de cycles hormonaux qu'un homme dans toute une vie. Et en fait, ça impacte beaucoup les neurotransmetteurs. Explique, pardon. Une femme en quelques mois, ouais. En fait, a plus de cycles hormonaux, de variations hormonales qu'un homme dans toute une vie. Parce que vous aussi, vous avez des variations hormonales. Il y a l'andropause, qui est très peu connue. Mais au bout d'un moment, vos hormones baissent aussi. Mais ça se fait de manière beaucoup plus progressive, l'installation. Il y a aussi la puberté qui est la phase un petit peu
plus brutale aussi, chez évidemment les hommes comme les femmes. Mais il faut savoir que vous avez beaucoup moins de cycles en fait, hormonaux. Et donc la femme a un métabolisme très cyclique. Et ce qui est amusant quand on regarde comment ça s'est évolué dans la littérature, c'est que c'est un aspect qui a été très gommé par les féministes. Parce qu'on ne voulait pas être hormonal, on voulait être comme les hommes, on voulait être légal, etc. Et donc, c'est les féministes les plus ardentes qui ont voulu gommer cet aspect un petit peu hormonal de la femme. Alors qu'aujourd'hui, que ce soit dans la santé ou en discutant avec les femmes, on a envie de mieux comprendre. Et bah oui, on a des cycles, quoi. Il y a des moments où on est plus sensible. Pour 80% des femmes, on est plus sensible, on est plus, on se sent un peu moins bien pour certaines. Et en fait, c'est quelque chose qui a été complètement gommé, qui sont liés à notre nature même physiologique, en fait. On vit une grande époque de transition. J'ai le sentiment pour la femme ou le genre en général. Ouais. On va peut-être pas rentrer dans ces sujets-là, mais je me permets quand même la réflexion. Une fois de plus, je suis chez moi, je fais ce que je veux. Au contraire, il faut les aborder, moi, je trouve. Ben oui, ouais. Et j'ai le sentiment pas d'une accélération, mais d'une tache d'huile qui s'étend de plus en plus rapidement de ces sujets qui sont pas du tout tabous et qu'on aborde qu'on aborde enfin, en fait. Ouais. Je pense que pour moi, c'est une évolution très positive en général, parce que j'ai l'impression qu'on sort d'un modèle un peu, on a tendance à l'appeler, je sais pas si c'est patriarcal ou un autre nom qu'il faut donner, mais on se posait pas la question ni des genres, ni tellement du rapport au corps. Enfin, on était dans des modèles un petit peu, un plus de carcans, et on était censé, être un peu dans un schéma, un modèle de couple hétéro, etc. Et je pense qu'il y a vraiment, aujourd'hui, il y a un retour un petit peu à soi, à la connexion au corps, à ses sentiments. On a ouvert des possibilités que des gens se posaient même pas, en fait, posaient en question. Et qu'en fait, ça ouvre à autre chose. Et tu vois, nous, c'est marrant quand on parle des problèmes hormonaux. Alors, autant je déteste quand on parle de personnes à vulve, non, parce que personne à vulve, au secours. J'ai jamais entendu parler de ça. Ah, tu sais, dans certains médias, on te dit ne parlez pas que de femmes parce que c'est discriminant. Ah oui, pardon. Et alors, moi, je dis non, parce que, excuse-moi, mais personne à vulve, personne ne se reconnaît là-dedans. En revanche, nous, on aborde le problème en disant aussi, les personnes trans, femmes ou sous traitement hormonaux, elles peuvent avoir les mêmes problèmes. Et en fait, c'est normal, c'est physiologique. Il faut arrêter de vouloir mettre les gens dans des modèles. On a juste des fonctionnements physiologiques, hormonaux, etc. Et essayer de comprendre en fait où ça nous amène. Mais je pense que ce qui est très positif, c'est comment on se pose des questions qu'on ne se posait pas avant. Tu vois ? Qu'est-ce qui m'attire ? Comment je fonctionne ? Qu'est-ce qui... ma libido, tiens, est-ce que ma pilule va couper ou pas ma libido ? Est-ce que je suis obligée de la prendre ? On sort un peu de ces carcans où on avait des phases de vie, en tout cas pour les femmes, fait des enfants, fait pas d'enfants. On sort un petit peu de ça et on se pose des questions différemment. L'éclairage qui est en ce moment sur la ménopause est hyper intéressant. C'est la journée aujourd'hui. On enregistre, chers auditeurs, chères auditrices, on enregistre le 18 octobre et c'est la journée mondiale, ou en tout cas française. Journée mondiale de la ménopause, de la ménopause, ouais. Je t'ai coupé. Non, et la parole se libère là-dessus. La ménopause, c'est pareil. On avait tendance à... En fait, c'est en voulant gommer des sujets qu'on crée le plus de problèmes, en fait. Parce qu'on se rend compte qu'il y a toujours un lien entre la parole, rien que le fait d'avoir l'information. On en reparlera peut-être autour de la ménopause, mais il y a beaucoup, on est en train de se rendre compte qu'il y a beaucoup de départs anticipés de cadres, donc autour de 50 ans. La ménopause est un phénomène qui s'étale sur 7 à 15 ans de symptômes. Donc généralement c'est entre 7 à 15 ans. Ouais. Alors plus ou moins marqué, mais c'est pas un an. La définition de la ménopause, c'est un an sans règles. Ça fait un an que t'as pas eu de règles. Donc il peut se passer si tu as tes règles dans cette année, c'est pas une ménopause, c'est pas encore officiellement. La ménopause officielle, c'est 12 mois sans règles et généralement il y a une phase qui précède où il y a des cycles assez irréguliers où ça vient, ça repart, mais ça s'arrête pas brutalement. Mais ce qu'on sait moins, c'est qu'il y a toute une période en amont qui dure quand même, on dit, la moyenne, ce serait 7 à 10 ans. Mais donc, à partir de 40 ans, il y a des syndromes prémenstruels plus marqués, des variations d'humeur, des choses comme ça, qui peuvent vraiment être, en fait, annonciateurs selon l'équilibre de vie, selon plein de choses de la ménopause et qui peuvent vraiment impacter le quotidien. Ça veut dire Est-ce que l'âge moyen diminue ? De la ménopause ? Non. Ouais. Non, au contraire. En fait, lié à cette exposition hormonale, en fait, on en parlait très rapidement en intro, on se rend compte que les pubertés des jeunes filles sont de plus en plus précoces et que les ménopauses, alors il n'y a pas de chiffre officiel sur la ménopause, contrairement à la puberté où c'est des âges où les filles sont très suivies, donc c'est très documenté, statué. On a l'impression quand même, quand on a parlé avec beaucoup de gynécologues, qu'il a plutôt tendance à être stable ou alors à être un tout petit peu plus âgé. Donc on est autour de 52 ans.
l'âge moyen, entre 52 et 54. Donc au final, comme les gamines ont leur puberté de plus en plus jeune et que potentiellement, en tout cas la ménopause stagne ou s'allonge, c'est une exposition au final de plus en plus longue aux hormones pour le corps de la femme. Tout à fait, avec des risques qui peuvent en découler, surtout qu'on sait qu'on est on disait, il y a beaucoup de perturbateurs endocriniens qui mimiquent les œstrogènes. Donc on a tendance, on en parle peu aussi, mais il y a quelque chose qu'on appelle la dominance œstrogénique, c'est d'avoir trop d'œstrogène par rapport à la progestérone, les hormones agissent toujours en binôme, qui peut être à l'origine de pas mal de troubles métaboliques. Un sujet complexe, mais il est important de mettre sur la table et de traiter sans tabou aussi. Ouais, sans tabou. Pour moi, la première chose, c'est d'en parler. Tu vois, par exemple, la ménopause, c'était assez révélateur quand on a préparé le projet. Au début, on a hésité à lancer une marque qui était vraiment que sur la ménopause. Et en fait, en creusant, parce que nous, on va vraiment s'attaquer aux causes racines de cet équilibre, on s'est rendu compte que les causes racines de beaucoup de syndromes comme ça, un peu de déséquilibre hormonaux, étaient communes à des femmes qui sont en aménorrhée, donc ont plus de règles, à l'endométriose, à la ménopause. Donc, on n'a pas du tout segmenté par âge, on a plutôt traité les causes racines. Mais ce qui était hyper intéressant quand on interrogeait les femmes, on avait notamment un panel de femmes entre 40 et 50 ans. Donc, a priori, vraiment dans cet espace qu'on appelle la périménopause, autour de la ménopause. Il n'y en avait pas une qui se retrouvait dans la ménopause. Il y en a une qui disait, alors celle qui était avant disait, moi c'est loin de moi, ça ne me concerne pas. Celle qui était en pleine ménopause disait, moi j'ai plus envie d'en entendre parler, j'ai pas envie d'être stigmatisée parce que ça me plaît pas. Et celle qui l'avait passé, c'était loin derrière elle. Donc on était là, mais ce terme est maudit, quoi. En fait, les femmes se reconnaissent pas dedans. La plupart d'entre elles ne savaient pas que des symptômes qu'elles pouvaient avoir étaient très typiques de la périménopause, comme le fait, d'avoir plus de ballonnements, des douleurs au sein, des variations d'humeur plus fortes. Il y a des femmes qui parlent de changement d'odeur. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent, qui sont assez méconnues, des douleurs articulaires. Enfin, ça peut impacter beaucoup de choses. Et en fait, elles disaient, mais non, c'est juste mon syndrome prémenstruel, c'est mes règles qui sont de plus en plus casse-pieds, je sais pas pourquoi. Alors que c'était la péri... Oui, en fait, c'est pas grave. L'idée, c'est pas de stigmatiser, c'est de dire, en fait, c'est un phénomène naturel, physiologique qui se passe dans le corps et c'est documenté. Mais on ne communique pas dessus. Et la plupart des femmes, c'était hallucinant dans cette enquête, n'en parlaient même pas à leur mari à ce moment-là. Donc, c'est te dire le niveau de tabou. Et ça, je me suis dit, il y a un truc à faire. Les niveaux de tabou. Les niveaux de tabou. Ouais. Dans ton couple, dans ta sexualité, du coup. Parce que j'imagine que si tu n'en parles pas à ton mari, c'est aussi que tu... Enfin, cette peur de l'image que ça renvoie de vieillir. Ouais. En fait, une image très négative. On a confondu ménopause et vieillesse, alors que t'as la phase, souvent beaucoup de femmes, je dis ça pour rassurer, le post-ménopause, on n'a que des choses très positives des femmes qui disent mais c'est une période d'une grande stabilité, on est libéré de pas mal de choses. Il y a des femmes que ça libère complètement dans leur sexualité d'ailleurs, le fait de pas avoir la peur de tomber enceinte. Donc en fait, tu peux avoir plein de choses très très positives dans la post-ménopause, mais on a trop assimilé la ménopause à cette fin de la fonction un peu primaire de la femme de se reproduire, ce qui est atroce. Au fait, aujourd'hui, tu te dis, mais on n'est plus à ça, les femmes ne sont pas obligées de faire des enfants, on n'est pas réduite à ça. Mais vraiment, c'était très vécu quand on écoutait les femmes, comme en fait la fin de ta fonction reproductive, comme si c'était une fin en soi, quoi. Ta fonction reproductive. Ouais, ça n'est que la fonction reproductive. Je pose des questions peut-être un peu bateau, chères auditrices, mais du coup, c'est une question que j'ai aussi. Je pensais les poser, ou j'imagine les poser parce que je suis un mec peut-être pas exposé à ces sujets, mais c'est des sujets qui sont... T'as de l'évangélisation à faire aussi pour les femmes, c'était ma question. Ouais, alors ce qui est amusant, c'est que on a des témoignages assez poignants et une résonance des femmes quand on parle de ces sujets. Enfin, moi, au début, je me suis dit, mais c'est pas possible, on a les meilleures clientes du monde parce qu'on a vraiment... je verrai sur la campagne Ulule et tout, mais quel bonheur, enfin, une femme pensée par des femmes pour des femmes. Mais je pensais pas que ça existait, ce genre de produit, mais c'est magique, je vais en parler à tout le monde autour de moi. En fait, il y a vraiment une résonance. En fait, on sentait que les femmes se sentaient reconnues. Donc, ce qui est sympa, c'est que elles se reconnaissent dans les symptômes. Tu sais, comme je te dis, c'était un petit peu casse-gueule. On a lancé sur 3 produits complètement différents. On en reparlera. Mais de se dire, est-ce qu'elles vont se reconnaître dedans ou est-ce que c'est une vue de l'esprit et que les 400 femmes qu'on a interrogées, c'était un panel très particulier. Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'elles se reconnaissent parfaitement dans les symptômes, mais elles ne savaient pas que des solutions naturelles, en fait, pouvaient exister. Donc, l'évangélisation, elle est plus à faire sur la nature du produit en disant,
on a les moyens, en fait, aujourd'hui, de proposer des alternatives naturelles. Et on en parlait des crèmes, par exemple, pour les douleurs au sein, compatibles pendant la grossesse et tout ça, ça n'existait presque pas. Aujourd'hui, en pharmacie, en plus, il y a certains progestatifs qui ont été interdits, donc tu avais quelques crèmes anti-hémorroïdaires ou des trucs comme ça. Certains projets Progestatifs, ouais, de synthèse. Okay. C'est des crèmes à base d'hormones, quoi. Je pensais qu'on parlerait 2-3 minutes du sujet. Ça fait 20 minutes. Mais c'est hyper intéressant. Et je suis très heureux en plus d'apporter ma petite contribution à l'évangélisation autour du sujet. Tu viens de cet univers, dans tes expériences passées. Anna, pardon, excuse-moi Anna, si tu nous écoutes, et je suis certain que tu nous écouteras. Anna vient plutôt de la com. Qu'est-ce qui vous prend de vous lancer là-dedans ? Écoute, honnêtement, on était toutes les deux dans des postes assez confortables, dans des grosses boîtes. Donc moi, effectivement, dans la cosmétique et les compléments alimentaires, d'ailleurs, depuis 15 ans. Et Anna dans la com. Et en fait, moi, c'est des nuits blanches. Ça a commencé quand je m'intéresse à un sujet, je suis un peu obsessionnelle. Donc, j'étais déjà très attachée aux perturbateurs endocriniens. Moi, j'étais le Yuka avant Yuka. Non, je plaisante, mais mes copines m'appelaient pour me dire « Attends, ça, je peux acheter pour mon bébé ou pas ?» Et effectivement, à faire beaucoup de tri dans ma cuisine, le matériel, les meubles, à m'intéresser à ces sujets-là en particulier. À trouver que dans tous les développements cosmétiques, en fait, le parent pauvre de la naturalité, parce qu'on parle beaucoup d'innovation écologique aujourd'hui, mais pas tellement d'innovation de formule, en fait, en tant que telle. Alors, il se passe des choses exceptionnelles en biotech verte pour justement faire moins de gâchis produits. Il y a de nouvelles technos qui se développent qui sont absolument dingues niveau actif. Et en fait, j'ai trouvé que la cosmétique naturelle, donc bio, green, comme tu l'appelles, mais sans perturbateurs endocriniens, c'était un peu cette troisième voie, c'était un parent pauvre de la naturalité. Parce que finalement, c'est pas parce qu'un produit est naturel qu'il est sans perturbateurs endocriniens. On rappelle que par exemple, les huiles essentielles, qui sont très utilisées en cosmétique bio, il y en a beaucoup qui ont des actions endocriniennes. Il y a beaucoup de choses avec des phytohormones dans ce qu'on peut ingérer au niveau complément alimentaire. Et puis, avec beaucoup de marques qui proposent un coup des produits avec phytohormones, sans phytohormones, sachant que les phytohormones sont quand même aujourd'hui déconseillés à des femmes qui ont des antécédents de cancer du sein. Nous, on vient de faire quand même donc antécédent de degré 1. Ça veut dire ta mère, ta sœur, enfin quelqu'un de proche de toi. Ça concerne quand même donc une femme sur 4 aujourd'hui ou une femme sur 3 quand on a antécédent de degré 1. Et l'idée, c'était de se dire, moi, je veux des produits naturels, mais je veux surtout des produits les plus sécuritaires possibles. Donc, on veut tous du naturel et de l'efficace. Mais sécuritaire, c'était un petit peu la pierre qui manquait, je trouve, à la naturalité aujourd'hui. C'est-à-dire de dire en l'état des connaissances, parce que tout ça évolue, et donc on va peut-être découvrir des nouveaux perturbateurs endocriniens, mais en l'état des connaissances, nous, on vous fait des produits qui conviennent aux femmes enceintes, donc au niveau de toxicité élevé, c'est-à-dire des parfums naturels, sans huile essentielle, sans perturbateurs endocriniens, sans phytohormones. Donc, au moins, au pire, vous pouvez y aller et ça vous fera pas de mal. Et c'est vrai que ça, c'est mes 15 ans d'expérience un peu ayatollah en cosmétique bio. Moi, je me souviens d'une scène où j'étais enceinte au Sri Lanka et j'hésitais. Donc, il y avait Zika à l'époque, les trucs de moustiques qui n'étaient pas bons. En plus, j'étais au trimestre, c'était pas terrible. Et j'ai ma copine qui me regardait, j'avais soit l'anti-moustique efficace, plein de perturbateurs endocriniens, mais super efficace local, quoi, avec le bon pesticide, soit de l'autre côté, le truc sans perturbateurs endocriniens qui marchait pas. Et ma copine qui me regardait en me disant, mais alors, tu choisis quoi, Zika ou les perturbateurs endocriniens ? Et en fait, j'ai toujours ce truc en me disant, mais c'est dingue, parce que même en naturel, on n'est jamais sûr d'avoir cette lecture supplémentaire en me disant, voilà, je veux pas que ce soit un perturbateur endocrinien. Et il y a beaucoup de produits qui sont ce qu'on appelle des CMR, des cancérigènes, mutagènes, reproducteurs avérés. Donc, on sait que c'est des molécules qui sont pas forcément bonnes, mais qui sont acceptées en petite dose dans les cosmétiques, parce que t'as pas d'effet de seuil. Et moi, je trouve qu'aujourd'hui, on a les moyens de s'en débarrasser et qu'on devrait avoir une tolérance zéro par rapport à certaines choses. Donc, c'est notre positionnement à nous parce qu'on s'attaque à cet angle qui a un angle forcément très connoté santé quoi, et sécurité, innocuité. Et donc, avec Anna comment on s'est retrouvés ? Ouais, c'est ça. Donc, c'est une vieille copine de lycée, c'est ça ? Ouais, tout à fait. Toi, tu revenais en France à ce moment-là ? Exactement. Ouais. Écoute, on parlait, donc j'avais ce projet, envie de changer. Enfin, quand on est rentré à Paris, on s'est dit qu'on allait repartir. Donc justement, dans le sud, on avait déjà des projets. Il se trouve que moi, j'avais aussi plein de fournisseurs et de labos. Il faut savoir que 60% de la production des ingrédients et des labos, c'est dans le sud, sud-est notamment. Tous les de Millet.
Ou de manière De générale? la France. De la France, ok, Ouais, pardon. ouais. C'est tout le pays de Grasse, notamment t'as tous les parfums, et t'as beaucoup de cultures et de labos, en fait, de biotech qui sont basés dans le sud. Moi, quand je travaillais à Paris, je travaillais déjà, plus de la moitié de mes labos étaient dans le sud. Et donc, il y avait ce projet-là. En fait, tu sais, moi, je crois beaucoup aux synchronicités. C'est qu'à un moment, tu as un ensemble de faisceaux d'indications qui dit, bon, lance-toi dans le projet. En gros, ça faisait 10 ans que je saoulais tout le monde pour dire, mais lancer un truc sans perturbateur endocrinien, à une troisième voie, de la cosmétique naturelle, faire des produits pour accompagner un peu sur des sujets tabous. Moi, je suis très essentielle. Je veux des routines courtes, simples, sur des sujets où je trouve qu'il manque de produits. Et puis, j'ai rencontré des gynécos, j'ai rencontré des femmes. J'ai commencé dès début 2019 à faire des enquêtes, en fait, à se faire des petits cercles avec des gens en disant « Mais vous en pensez quoi de la santé de la femme ?» À faire des questionnaires auprès des femmes autour de ça. Et donc, Anna m'a énormément appuyée, énormément poussée parce que le sujet la passionnait et la touchait directement. Et en fait, au bout d'un an, donc je me suis lancée fin 2019, on a lancé les premiers produits en mars 2021. Anna a démissionné peu après le confinement. Elle a commencé à me présenter des associés. Et en fait, elle était toujours là dans tous nos WhatsApp listes avec les associés et tout ça. Puis en fait, elle m'a présenté 2 personnes avec qui ça n'a pas marché. Puis à la fin, elle m'a dit, bon, allez, je viens. Je fais, bah oui, évidemment, t'es là depuis le début. Tu regardes du coin de l'œil, mais t'oses pas franchir le pas, quoi, de quitter. Parce que c'est pas confortable, l'entrepreneuriat, on le sait, mais c'était le bon moment. Et donc, c'est après le confinement qu'elle a craqué, qu'elle a posé sa dème et qu'elle m'a rejoint, donc juste avant le lancement. Je t'arrête là une seconde pour faire un pas de côté sur l'association. Ouais. Elle te présentait des associés? Ouais. En fait, je savais dès le départ que je voulais pas partir tout seul. Donc, je rappelle, j'ai pas du tout le parcours classique. Je voulais pas faire de l'entrepreneuriat. Moi, j'étais très bien en intrapreneur dans mes boîtes, à lancer plein de projets. Mais je trouvais ça très confort. Et c'est vraiment le sujet, moi, qui m'a retournée. C'est que, j'ai lu plein de livres, j'ai rencontré plein de monde et je me suis dit, il y a vraiment quelque chose qu'il faut traiter. Et elle, quand elle m'a rejoint, c'était vraiment, c'est vraiment sur le sujet sociétal. Moi, c'était sur le sujet produit. Et ouais. Non, vas-y. Donc tu savais que tu voulais pas entreprendre seul. C'était pas une volonté forcément d'entreprendre. Tu voulais avoir de l'impact et changer. Exactement. Voilà. Tu cherchais des associés du coup. Ouais. Dans ton entourage, tu cherches où? Tu fais comment? Dans l'entourage, on parle. Moi, je crois beaucoup là au bouche à oreille. Donc, on avait une copine commune qui venait de changer aussi, qui voulait se lancer dans un nouveau projet entrepreneurial. Mais c'est vrai que moi, j'étais tellement, sur le produit et vraiment le vide de marché. Et puis cette fameuse troisième voie, on disait un petit peu, sans perturbateur endocrinien, sans phytohormones. Je cherchais vraiment quelqu'un pour qui l'impact sociétal soit le plus important. Et c'est là où Anna m'a vraiment rejoint là-dessus. Elle avait beaucoup travaillé dans la com, avait travaillé sur ces sujets un petit peu de crise, aussi sur des sujets liés à la santé féminine, et voilà, je sentais que le sujet la touchait profondément. Et puis le gros avantage, c'est qu'on s'est dit, au début, on recherche le profil complémentaire parfait sur le papier. On dit, ok, moi je suis plus marketing digital produit, donc je vais rechercher un profil un peu financier admin. Il y a toujours ce qu'il y a sur la feuille de papier au départ et puis ce qui se passe dans la réalité. Et en fait, moi, je me suis rendu compte que j'avais besoin de quelqu'un qui vibre d'abord pour le projet, qu'en fait, mon socle de stabilité, ça serait quelqu'un qui, avant tout, ait vraiment envie de le faire de la manière dont on avait envie de le faire, c'est-à-dire sans stigmatiser les femmes, sans être punitif. Et là, on se rejoignait vraiment. Et puis, le gros avantage, c'est que même si on était toutes les deux un peu avec des profils un peu plus comme marketing, moi, beaucoup plus produit, évidemment, que Anna, mais on avait ce socle de confiance. On se connaissait par cœur et donc ça fait quand même beaucoup de raccourcis. Donc après, il faut bien s'entourer, il faut bien développer les équipes. Mais aujourd'hui, je trouve qu'il y a un contexte au niveau des startups qui permet de pouvoir s'entourer de super DAF en freelance, de mecs ou de femmes d'ailleurs extraordinaires qui nous aident à piloter, en fait, à nous donner les bons outils et qu'il faut vraiment à un moment y aller un peu à l'instinct, quoi. C'est important l'instinct. Je suis d'accord avec toi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais l'association, c'est compliqué. Tu vas passer 10 heures, 15 heures par jour pendant 10 ans à parler de problèmes, puisqu'on règle des problèmes quand on est entrepreneur. C'est pire que le mariage. Il n'y a pas le sexe, il n'y a pas les vacances, il n'y a pas tu vois, enfin, c'est vraiment... En plus, nous, c'était très particulier parce que quand t'es copines, nous, on se retrouvait, si tu veux, tout le temps pour déj et tout, et parler de tout et n'importe quoi, et puis en mode, où c'est le sas de libération. Et en fait, la première année, là, c'est bon, ça commence à évoluer. On s'est retrouvés dans un mode où on s'est tellement polissé pour dire, attends, il faut qu'on parle de boulot parce que si on commence à faire nos 3 heures comme d'habitude au téléphone, on va jamais y arriver, quoi.
Et en fait, on s'est mis dans ça, on ne parlait presque plus de notre vie perso, quoi. On n'osait presque plus parler de nos enfants, alors qu'on était hyper proches, de nos maris, nos trucs. C'était en mode, on parlait que de Millet. Et puis là, on commence à trouver des sas, tu vois, on se fait nos petites soirées, nos trucs et tout. Mais en fait, il faut dissocier. T'es plus possible, t'es plus avec ta copine, quoi. T'es avec ton associé, d'abord, surtout dans le cas du travail. Et je pense qu'il y a une discipline qui est vachement importante, quoi. Et au début, à un moment, on se dit, mais attends, on est encore copine ou quoi? On parle que de Millet. Et en fait, il faut se retrouver des moments aussi. Il faut se retrouver des moments... Tu m'as parlé de tests sur 3 produits. Ça, c'était avant Ulule. Et 400 femmes, Ouais. pardon, à qui vous aviez parlé. C'était avant Ulule. Hein. Ouais, c'était avant Ulule. Ça, Vas-y, c'est raconte-moi vraiment... ces insights. En fait, on se lançait sur un marché qui était quand même extrêmement nouveau parce que si tu remontes à 2019, personne ne parlait d'hormones. On ne parlait pas encore d'endométriose. Et donc, on nous a dit, mais même quand on a fait un peu de levée de Friends and Family, c'est là, mais c'est quoi votre marché? C'est la ménopause? C'est quoi? Et en fait, tu n'as même pas de chiffre marché très sûr parce que tu es à la fois sur la ménopause, l'endométriose. On veut garder ce côté transversal. Et donc, on a dit, il faut absolument interroger les femmes parce que tu as toujours peur que ce soit quelque chose qui se passe dans ta tête, en fait, uniquement, et pas dans la réalité du marché. Donc, c'est pour ça qu'on a interrogé 400 femmes de 25 à 55 ans pour leur dire... Comment? Téléphone, questionnaire mail. Comment tu as récupéré les 400 numéros de téléphone? Alors, on n'a pas fait tout par téléphone et mail. Je pense qu'on a une 50aine par téléphone et des experts aussi. Et le reste, on a fait circuler des enquêtes à nos parents, amis de parents, amis qu'on fait circuler. Et on a promis aussi à ceux qui répondaient, on a pris 100 personnes sur les 400 femmes, donc un quart des personnes qui ont répondu. On leur a fait tester les produits en avant-première, avant même de les lancer sur Ulule. Et l'idée, je pense que c'est l'idée à la base de beaucoup de startups, c'est d'être le plus proche de sa cible et d'identifier un besoin qui a mal été identifié. Donc, il ne faut pas se raconter d'histoire. Donc, par exemple, on a identifié des choses toutes bêtes, mais... Tu as les experts d'un côté, on avait déjà beaucoup creusé, donc on avait un pool de gynéco, d'endocrino, de naturo, de kiné de rééducation du périnée, tu vois, qu'on a fait assez large, qui eux allaient te dire quelles molécules, comment, etc. Et puis de l'autre côté, tu avais les femmes qui te disaient, bah oui, mais c'est super les gels du marché, mais ils sont hyper coulants. Moi, je veux un truc qui soit pas coulant, par exemple pour un gel intime. Et ça, t'as que les femmes qui sont utilisatrices qui peuvent te le dire. En fait, en disant, moi, je veux un truc hyper discret, proche des sécrétions naturelles, que j'ai pas à mettre juste avant un rapport et qui coule pas dans ma culotte. Ça, c'est pas un gynéco, un endocrino ou un kiné. Et moi, je nous vois vraiment comme ça. Je nous vois vraiment comme des vecteurs, si tu veux, entre des experts d'un côté qui vont te donner la partie bon sens en termes d'innocuité, d'efficacité de molécules, et puis de l'autre côté, l'expérience utilisatrice de la femme. On a beaucoup retravaillé la texture, tu peux tester. Laurent teste tout. Alors, j'en ai sur la table, je me permets. Bien sûr. Et en fait, tu vois, cette idée, c'est que la texture est très atypique. D'ailleurs, on m'a prise pour une folle quand je faisais tester en pharma et tout. On est vraiment sur une texture, tu vois, très dense, très, très discrète, très proche des sécrétions. Et ça, c'est ça que j'aime bien. Donc, il y avait vraiment cette volonté de comprendre où on allait, donc faire lister des symptômes, ce qu'elles attendaient, etc. Et puis, de l'autre côté, de voir vraiment l'expérience utilisatrice. Est-ce que c'est facile à mettre? Hyper important. Et je l'ai dit encore, je ne vais pas donner leur nom, mais il y a 3 entrepreneurs que j'ai eu au téléphone la semaine dernière qui avaient passé 1 an et demi à développer un produit sans jamais parler à personne. Ça paraît... Mais ils sont super et en plus, ils sont, je sur crois, la tech, brillants. parfois, c'est possible. Mais non. Le premier truc à faire, c'est de parler à des gens. Ouais. Enfin, tu vois, je pense. Est-ce que vous avez nous, fait... C'était indispensable, parce que c'est des produits de bon sens. J'avais encore une fois, on n'a pas sorti, tu vois, ce qui est fou, c'est qu'on n'a pas sorti d'ingrédients miracle du chapeau, on n'est pas tombé sur une mine d'un nouvel ingrédient, d'un nouvel actif. On n'est pas dans l'innovation la plus écologique parce qu'on n'est ni en poudre ni en solide. Enfin, tu vois, nous, c'est un produit de bon sens de dire, voilà, on est sur des formules un peu plus compliquées. De toute façon, on ne pourrait pas faire en solide, mais en disant, on répond à un besoin sur lequel on ne voit pas de produits naturels comme on voudrait les faire. Pareil, un produit pour les cheveux, tous les produits pour la repousse des cheveux d'origine hormonale, c'est des produits à base d'huile qui étaient hyper graissants, que tu peux pas mettre quand tu as des petits cheveux fins. Tu vois, c'est tout con, mais donc il y a un besoin qui n'est pas couvert. Et, comme dit, allez parler à des gens le plus tôt possible de votre projet et vous apprendrez. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est un peu la méthode Imagination Machine. Vous savez que j'ai reçu par hasard pas mal de startups de ce startup studio nantais où le début du début, c'est d'aller parler à 100, 200, 300, 400, 500 personnes pour comprendre et affiner surtout une idée qui peut être embryonnaire à un moment et que ces entretiens permettent soit de
de challenger, soit d'affiner. Mais c'est vraiment, vraiment important, quoi. T'as parlé à 400 personnes. Ensuite, alors, d'un côté, il y avait des experts. On s'est splitté avec Anna. Donc, on avait un questionnaire assez long avec tous les symptômes, les phases de vie, ce qu'elles aimeraient voir, là où elles avaient manqué d'informations. Les termes qui leur parlaient, c'était assez large. Et de l'autre côté, on a commencé à parler à des experts, parce que moi, je ne me lançais pas sur un marché un peu nouveau et un peu idée sans avoir déjà en tête une gamme d'une dizaine de produits, si tu veux, qu'on avait déjà en tête. Et ce sont les questionnaires qui nous ont aidés à raffiner avec les symptômes les plus présents et ce qui leur manquait le plus, sur quels produits on allait démarrer. Donc ça, c'était hyper important. Et donc ensuite, on a commencé à faire des lots pilotes. Donc les lots pilotes, c'était fameux lots tests de première prod pour voir si ça fonctionne. Donc tu pars sur 100, 200, 300 produits. toi, tu avais déjà de l'expérience dans l'hygiène et la cosmétique. Les laboratoires existent ? Ouais. Et tu peux leur demander un lot pilote de 50 produits, 50 rêves ? Oui, de toute façon, déjà en complément alimentaire, tu fais quasiment tout le temps des lots pilotes parce que ça te permet de vérifier la bonne compression des comprimés ou des gélules, etc. Enfin, de voir ton rendement pour qu'ils puissent estimer un prix. Mais on ne te claque pas la porte au nez quand tu arrives et que tu demandes 50... Ah, tu demandes pas 50, généralement c'est des cuves minimales, donc, mais tu peux partir des lots pilotes, c'est vraiment des choses qui sont pas faites dans les trucs de prod, donc tu peux partir, ça dépend des labos. Faut avoir les bons et connaître ceux qui ont des MOC aussi un peu bas. Des MOC ? Des minimum, pardon. Order quantity. Ouais, tout à fait. Mais oui, tout à fait, ça se fait. Et je te regarde dans les yeux, sans ton expérience passée, ils t'auraient ouvert la porte, les labos avec lesquels vous travaillez ? Est-ce que c'est possible sans être du sérail ? Alors, en cosmétique, j'ai eu des invités qui l'ont moins. fait. Hein, ouais, c'est vrai que je connaissais plutôt bien mes labos, donc je ne sais pas si je peux répondre à ça parce que je les connaissais d'avant pour la plupart. Mais c'est des choses qui se font. Après, c'est toujours l'idée de savoir jusqu'où tu peux aller. Et après, en cosmétique, généralement, tu en as un petit peu moins. Mais tu vois, nous, on a négocié d'avoir, par exemple, 50 produits en 50 ml, ce qui fait qu'on les a rebasculés dans des plus petits formats pour tester, par exemple, vraiment. Donc, tu vois, ça nous permet L'idée, c'est qu'on voulait vraiment que chaque produit soit testé sur minimum 150 femmes. Okay. Donc, en fait, tu vois, parfois, tu fais avec les moyens du bord. Donc, 400 femmes interrogées, plus des professionnels. Des lots pilotes sur... Tu avais en tête une dizaine de produits, une gamme d'une dizaine de produits. Des lots pilotes sur quoi ? 2, 3 ? Alors là, on avait déjà, avec les symptômes, on avait raffiné. Donc, on a fait les 3 produits. Les 3 premiers, c'était les cheveux, le complément alimentaire sur l'équilibre hormonal, un spectre large, et le gel intime. Okay. Donc, vraiment 3 segments complètement différents. Et c'est là-dessus qu'on a fait nos 3 premiers produits suite aux symptômes. C'est vraiment de dire, OK, qu'est-ce qui revient le plus souvent, en fait. Et vous avez élaboré les formules ou testé les formules avec des professionnels, évidemment. Ouais, sachant qu'en plus, moi, je suis sur des produits, quand on parle de muqueuse, en fait, quand tu parles de cuir chevelu, de muqueuse, en fait, il faut des labos. Moi, j'ai déjà 4 labos, tu vois, avec produits différents, parce que c'est des technologies hyper spécifiques. Mais bon, ça, c'est aussi le fait d'avoir travaillé longtemps en développement, ça te permet d'avoir des raccourcis quand tu connais aussi... un petit peu les labos, puis j'ai un super labo dermo-cosmétique qui était spécialisé dans les gels intimes, tu vois. Donc, on a vraiment des synchronicités aussi quand tu te lances. Et effectivement, on a commencé sur ces 3 produits. Donc, c'est ces 3 produits qu'on a fait tester à plus de 100 exemplaires, donc avec des questionnaires de satisfaction. Par exemple, tu vois, ça nous a permis d'ajuster la taille des comprimés. On a préféré faire 4 petits comprimés. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à avaler des gros comprimés. Donc, on a fait, tu peux l'ouvrir, hein, pas de problème. On a fait 4 petits comprimés par jour plutôt que d'avoir des gros comprimés ou des choses comme ça. Donc, tu vois, c'est des petites choses, hein, toutes bêtes, mais que tu ajustes en fait en fonction de tes retours clients et qui sont vachement importants. Et on a fait aussi des comprimés où tu as très peu d'excipients, donc on peut les écraser en poudre et les mélanger. Enfin, tu as l'expérience utilisateur et puis l'efficacité. Mais que dit le législateur sur les produits qui sortent d'un laboratoire ? C'est-à-dire, tu peux sortir un lot pilote et aller le tester sans qu'il soit passé par des... Alors c'est sûr, tu peux pas le vendre. Ah, ils sont passés en microbio et tout ça quand même. Hein. Ah oui, d'accord. Donc c'est bien ça. Donc il y a bien un organisme d'État, j'imagine, qui teste, qui valide, qui... Non, c'est la responsabilité de ton labo. Ça veut dire qu'en fait, quand tu fais un lot pilote, tu as quand même une microbio, mais une microbio... Alors c'est quoi une microbio ? Pardon. Tu vas vérifier qu'il soit pas pollué en microbiote, en bactéries en fait. C'est-à-dire que ce qui peut arriver de pire à ton produit, c'est d'avoir une pollution interne. Donc, en fait, tu as un minimum de... Ça, c'est pour être sûr qu'il n'ait pas été pollué lors de sa fabrication. C'est ça ? Exactement. D'accord. Ouais. Mais tu peux sortir n'importe quel produit d'un labo ? Non. En fait, dans les lots pilotes, tu veux dire ? Non, pardon, excuse-moi, c'est peut-être une question con, mais j'ai pas compris, je peux mettre n'importe quoi dans ma bouche ? Dans mon corps ?
À condition qu'il y ait une microbio au moment où il est sorti du. Il y a des tests médicaux et une validation, tu vois ce que je veux dire Non, il y a plein de choses à faire. Oui, d'accord. Alors honnêtement, pour le complément alimentaire, je pensais que tu parlais du lot pilote. Le lot pilote, tu n'as pas le droit de les vendre par contre. Quand tu fais un lot pilote, un test, tu n'as pas le droit de les mettre sous ta marque, de les vendre, etc. Là, tu es vraiment dans le test, tu négocies avec tes labos en petits essais, ou des essais paillasses ou des choses comme ça. Essais paillasses Ça, c'est le stade encore préliminaire quand tu fais tes premiers comme essais la paillasse de laboratoire, sur la paillasse avant de passer en machine de prod. Non, alors évidemment, tu as une grosse législation. Sur chaque produit, on a des dossiers de 150 pages sur les cosmétiques qui s'appellent les dossiers d'information produit. Tu dois passer par des déclarations CPNP, tu as tout un arsenal d'encadrement. Et pour le complément alimentaire, avant de le vendre, tu dois passer par les déclarations donc DGCCRF et compagnie. Donc, tu as tout un cadre quand même légal. Mais c'est vrai qu'au niveau du complément alimentaire, c'est quand même moins encadré que la cosmétique, où il y a une série d'étapes et de tests. Par exemple, un gel sur la muqueuse, tu as quand même pour un lancement, tu en as pour 10 000 euros de tests minimum. 10-12 000 euros parce que tu as des tests d'hypoallergénie, tu as des tests... de sensibilité, de réaction par rapport à la muqueuse. Enfin, tu as un ensemble de batteries de tests que tu dois mener. Qui te guide là-dedans ? Ton labo, déjà. Ton labo, il est censé savoir. Okay. Et puis nous, en plus, on complète comme on est vraiment dans la... En fait, nous, on investit vraiment... Enfin, le cœur de la marque, c'est le produit, si tu veux. On est sur des besoins solutions hyper forts. Hein. On dit, tu perds tes cheveux, tu auras plus de cheveux que ça, tu as un inconfort tu vois, au niveau de tes relations intimes ou truc. Donc, on n'est pas sur... on te vend pas du glow. Hein. Donc, en fait, tu as intérêt à ce que ton produit marche parce que sinon, derrière, ça tourne pas. Et résultat, nous, en plus des tests obligatoires, qui sont tes patch tests, enfin, tous tes tests classiques en labo, on fait des tests d'usage aussi sous contrôle médical. Ça veut dire qu'en plus, on va prendre des femmes qui souffrent de sécheresse intime ou de douleurs et tout ça, ou des femmes qui ont des problèmes de chute de cheveux, et on va les faire tester en labo et mesurer par un gynéco ou un dermato les résultats pendant une utilisation pendant 21 jours sur 40 femmes, etc. Donc, on a plutôt tendance à surinvestir, nous, dans les tests parce que c'est hyper important, quoi. Et donc, 10-12 000 euros hein, de tests obligatoires en général. Entre le moment où ton lot pilote est validé et que tu veux le produire en grande quantité. Ouais. Et en termes de timing, entre le moment où tu as validé un lot pilote et le moment où tu peux vendre ton produit, et donc que tu as fait tes tests. C'est différent entre le complément alimentaire et la cosmétique, mais alors en ce moment, on est dans des délais. De toute façon, nous, on met entre 14 et 18 voire 24 mois à sortir un produit. C'est pour ça que je suis déjà sur des produits depuis longtemps que je vais sortir l'année prochaine. C'est long. En fait, je te mens pas parce qu'en plus, avec les tests d'usage qu'on fait derrière, on est sur des délais longs. Et rien qu'en Réapro en ce moment, c'est-à-dire que par exemple, le lot pilote de notre dernier produit qui a un super magnésium, etc., on l'a validé en février-mars et il est sorti la semaine dernière. Oui, il te faut un BFR de fou, du coup. Oui. Enfin, il te faut un peu. Donc, tu m'as dit entre 1 et 2 ans. Ouais. Alors, en gros, 18 mois en moyenne pour sortir un produit. Ok, je reprends un tout petit peu de hauteur. Donc, 400 femmes interrogées, des professionnels, vous créez une formule, vous allez voir des labos, vous trouvez un labo qui accepte de vous faire des lots pilotes, vous les testez auprès de 100 femmes pour affiner la formule, j'imagine. Une fois que la formule est validée, bim, on part en validation du produit. Ça peut prendre entre 1 et 2 ans. Commande. Ah non, pas du tout. Ah non, pardon. Je pensais que tu parlais de l'étape préliminaire des premiers tests et échantillons. Je parlais de... Ah non. Une fois que tu valides le produit, après, ça prend... c'est immédiat. Non, c'est pas immédiat, mais ça te prend normalement 3 mois. En ce moment, les délais sont un peu perturbés, hein, comme tu peux savoir, mais en général, 3 mois. Il faut 3 mois pour avoir les validations, l'autorisation de lancer ta prod, c'est ça ? Surtout pour avoir le planning de prod et qu'on te trouve une place sur le planning de prod. Non, parce que normalement, à cette étape, toutes tes validations sont faites. Il y a juste en cosmétique où tu as un petit peu plus de temps pour les stabs, qui prennent plus de temps sur des formules évidemment liquides. Stab ? Des stabilités produits. Où tu vérifies, en gros, tu mets ton produit plusieurs jours à 50 degrés, plusieurs jours à 4 degrés, tu regardes comment ça tient, si la couleur a changé. S'il se sépare, j'imagine, des ingrédients. Exactement. Mais bon, en gros, c'est 3-4 mois max. Passionnant. Donc, tu as des produits. Ouais. Et c'est à ce moment-là que tu lances Ulule ? J'ai les 3 premiers produits qui n'étaient pas encore lancés, qui étaient justement, on avait fait les tests d'échantillons, puis on lançait la prod. Et donc, c'est cet intervalle où tu n'as pas encore les produits en stock et où tu sais que tu vas les avoir dans 2 mois, où tu dis, en fait, maintenant qu'ils sont prêts et qu'ils sont juste en cours de production, autant lancer la campagne Ulule. Et puis pour nous, c'était hyper important parce que c'était un vrai test de marché. Je dis à chaque fois, Ulule, il y a plein de manières de l'utiliser. À chaque fois, on me dit, mais comment on fait pour que ça marche et tout. Mais en fait, je pense que
premier objectif à valider, c'est est-ce que tu veux vendre en très grand volume, quitte à casser les prix pour avoir la trésor pour produire. Nous, on savait qu'on l'avait déjà, grâce à un petit tour de Friends and Family, donc on était rassurés là-dessus. Nous, c'était vraiment, est-ce qu'on est sur le bon marché ou est-ce que c'est casse-gueule, en fait? Donc, on a lancé ces 3 produits en faisant pas de promo ou presque pas. On a dit sur les goodies, alors tu peux en faire beaucoup sur Ulule, sans pub et en disant est-ce que ça va réagir, est-ce que ça va parler aux femmes? Et on est assez content parce qu'on a vendu à un peu plus de 600 femmes. Hein. Ça, on a eu autour presque, de 2000. Presque 2000 produits vendus à plus de 600 femmes, c'est ça? Mais tu sais, ce qui nous a le plus rassuré, c'est le fait que les femmes commandent au moins 2 produits. Parce que comme je disais qu'on était sur l'intime, le cheveu et le complément alimentaire, on s'est dit, en fait, on va avoir un peu raté notre pari si elles en prennent qu'un des 3. Et puis, tu sais jamais, tu vas les copains de copains, t'actives tes réseaux qui prennent, tu dis, bon, s'ils en prennent qu'un, c'est que ça les concerne pas vraiment. Quand la personne commence à prendre 2 produits, tu te dis, et que tu la connais pas, c'est qu'il y a... Et encore plus quand tu la connais pas, c'est qu'il y a des besoins croisés. Et ça, c'est vachement intéressant. C'est sur quel niveau de prix? On est entre 20 et 40 euros, écoute, en moyenne. Donc... Et c'était le prix sur Ulule? Ouais. Okay. Bah ouais, parce que c'était aussi un test de prix. C'est pour ça que je dis, il y a plein de manières de le jouer. Si tu fais tout à moins 40%, ton test de prix, il n'est pas tellement là. Et moi, j'ai des formules chères. On investit beaucoup dans les dosages. On fait des certifications bio, on fait ces fameux tests d'usage. Donc, je savais que je ne pourrais pas vendre à moins 50%, même sur mon site. Donc je pense qu'il faut le voir. Soit on a ce besoin de trésor, soit c'est un vrai test de marché. Nous, on l'a joué en vrai test de marché. Et ça coûte pas grand-chose pour cumuler 600, 1000, 2000 adresses email que tu pourras réactiver ensuite. Exactement. Qui sont très fidèles en plus. Et puis, c'est des gens qui portent, c'est une communauté très bienveillante. Et vraiment, je vois pas pourquoi s'en priver parce que ça te fait une belle visibilité. Ils ont une super newsletter dans laquelle ils relaient. C'est un vrai test de marché, quoi. Le test est validé, vous avez les produits, vous avez lancé vos premières ventes. La prod, du coup, avec ce tampon de la campagne Ulule, la prod est live. Je crois qu'on l'a pas dit au début et j'aurais peut-être dû le dire, mais vous êtes encore en phase très early. En termes de volume, ça représente quoi? Donc c'est ta 2e année aujourd'hui. Écoute, même pas en mars, ça sera la 2e année de vente. On a commencé à vendre en fin mars 2021. D'accord, ça fait 1 an et demi. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, ta gamme s'est élargie, donc petite avance rapide. Vous avez une 10aine de produits. Ouais. Ok. Comment est-ce que tu as construit ton catalogue, du coup, ta gamme? Alors écoute, on a choisi 3 grands axes, qui sont vraiment ressortis de tous ces questionnaires et ces échanges. C'est la partie confort physique, donc tout ce qui est un confort physique, donc les ballonnements, les douleurs au sein, tous les problèmes en fait liés au déséquilibre hormonaux. L'autre côté, c'est tout l'équilibre émotionnel, sujet hyper tabou, on en reparlera, on parle beaucoup de santé mentale, mais il y a vraiment des liens très très forts entre les hormones et les neurotransmetteurs, les variations d'humeur, l'irritabilité. Et le 3e axe, c'est la peau et les cheveux, les répercussions sur la peau et les cheveux, donc l'acné hormonal ou les peaux très sèches et qui se sensibilisent, les sécheresses au niveau des muqueuses, la perte de cheveux, tous ces sujets-là pas très bien identifiés. Mais du coup, ta clé d'entrée pour Millet, c'est le déséquilibre hormonal. Parce que ce que je veux dire, c'est que ces 3 univers dont tu me parles sont des univers assez différents. Ouais, alors la point d'entrée, c'est ça. Et c'est surtout, en fait, c'était des choses qui n'étaient pas diagnostiquées, même pas bien diagnostiquées par les femmes elles-mêmes. Et tu vois, en produits, notamment en naturel, par exemple sur le marché des gels intimes, alors ça commence à bouger heureusement, mais il y avait quasiment rien en fait. Moi, je suis vraiment partie d'un vide de marché en me disant je comprends pas. On retrouve ces symptômes, donc effectivement pas une logique de rayon, mais on retrouve ces symptômes qui ressortent quand même très régulièrement, on entend depuis longtemps et auprès de 400 femmes, et il n'y a aucune marque qui est là pour les accompagner en fait, en leur disant ok, je suis la marque référente, tu peux y aller les yeux fermés sur ces sujets-là. Et c'est très rassurant pour les femmes de tout trouver au même endroit et de pas aller trouver un produit pour telle chose tu vois, au fin fond d'une pharmacie, d'un rayon, ou un autre conseiller. En fait, elle ne comprenait même pas forcément que les symptômes étaient liés. Par exemple, la perte des cheveux, c'est très flagrant. Tu avais 80% des femmes qui disaient moi, quand j'ai une perte de cheveux, je vais plutôt prendre un complément alimentaire. Donc, pour avec du fer, du zinc, je sais pas quoi, en pensant que...
Et en fait, c'est souvent, à partir d'un certain âge, un problème mécanique où le cuir chevelu est moins bien irrigué, donc il faut le masser, il faut relancer la microcirculation. Donc tu pourras avaler tout ce que tu veux, ça n'arrivera pas au bulbe. Et donc, en fait, il y avait un problème d'identification en fait, du besoin. Et c'est le fait de tous les mettre sous ce même étendard équilibre hormonal où elles se disent mais en fait, c'est ça. Depuis quelques mois, effectivement, je suis plus ballonnée, j'ai des variations d'humeur, j'ai tendance à avoir les cheveux qui s'affinent, oui. Et c'est ça, c'est ce petit eureka de « Ah bah oui, en fait, je me retrouve là dans ce faisceau de symptômes ». Et donc, c'est vraiment un point d'entrée fort. Et puis après, tu as beaucoup de femmes aussi, on en parlait, nous, sur le côté innocuité, qui étaient passées par des cancers du sein, qui étaient passées par des choses à laquelle beaucoup de molécules hautes sont interdites et qui regardent plus, et qui étaient contentes de trouver un peu, nous, on l'appelle la safe place, mais tu vois, un endroit où tu peux y aller un peu les yeux fermés en disant « Ah bah ok, je sais qu'au moins... ça peut pas me faire de mal, quoi. Je suis sur des produits... Si c'est ça ta clé d'entrée, alors que je comprends, je me fais deux réflexions. Vas-y. Alors la première, je me la fais pas parce que tu me l'as donnée quand on préparait l'entretien, mais t'es un peu all over the place quand je te cherche en boutique ou sur un pure player en ligne. Et la deuxième, t'es all over the place aussi sur le persona. Enfin, c'est la femme. Ouais. Mais j'imagine que tu parles pas de la même manière à une ado ou une jeune adulte qu'à une femme qui est en périménopause. Ménopause, ouais. Autour. Ouais, t'as tout à fait raison. D'ailleurs, c'est une des difficultés. Je pense que c'est à la fois une force, une des grosses forces, et une des difficultés de la marque aussi. C'est qu'en fait, on a cette approche très transgénérationnelle. C'est-à-dire que nous, on voulait pas, et on l'a vu dans les questionnaires, on voulait surtout pas stigmatiser la femme en un moment de sa vie. On parlait de la ménopause, elle déteste se retrouver que là-dedans, et en plus, on s'est rendu compte en creusant ces fameuses causes racines que, par exemple, tu vois, le gel intime, on disait une femme sur 6 sous sécheresse intime après 50 ans. Bah, nous, on est hyper contente parce que sur ce gel intime, on a quasiment 30-30-30 de 25-35, 35-45 et 45-55. On a une répartition hyper équilibrée dans nos clientes. Et en fait, je pense que c'est une des forces de la marque. Alors, on l'a fait de manière hyper instinctive. Je te dirais pas qu'on l'a surconstruit, mais on a voulu... Tu verras qu'on a très peu de visages. La plateforme de marque, on montre beaucoup de silhouettes, on montre beaucoup de femmes d'âges différents, parfois on montrait des femmes plus jeunes, des femmes... Et en fait, on n'a pas voulu définir cette fameuse persona qu'on demande souvent de définir. On a voulu laisser le marché venir à nous en étant dans des choses assez neutres. On a fait très attention à jamais tomber dans des choses ésotériques. Il y a beaucoup de féminin sacré, on n'est pas du tout là-dedans. On est dans des choses très faction figures, on va expliquer un petit peu... comment ça se passe, la physiologie. On n'est pas anti-pilule, on n'est pas anti-traitement hormonal. On va juste expliquer, donner notre approche, notre philosophie. Voilà, nous, c'est aider le corps à revenir à l'état d'équilibre sans béquille. Voilà les symptômes qu'on traite. On a une entrée vraiment par les symptômes et on va laisser les femmes venir à nous. Et en fait, on est sur une image assez féminine, ça c'est sûr, on est assez genré, mais à la fois, tu remarqueras qu'on a un ton qui est plutôt factuel, on n'est pas dans un truc surludique qui s'adresse aux millénials, on est plutôt sur quelque chose de très pédagogique et informationnel. Et voilà, on fait beaucoup de live avec des experts, on fait beaucoup de des chiffres, des choses, enfin expliquer un petit peu ce qui se passe. Et résultat, je dirais qu'on est sur un ton assez neutre et factuel. Et ce qui est top, c'est qu'il y a des femmes de tranches d'âge très différentes qui se sont retrouvées dans ces produits, en fait, dans cet univers. Donc, on a essayé de le construire, quand tu parles la bonne amie à tous les âges, mais de manière très, transparente, tu vois, friendly, mais effectivement, pas très typée sur une catégorie de population. Et on va parler à la fois de ménopause, à la fois de problèmes intimes qui concernent tous les âges. Donc, voilà. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, quand tu vois le site, mais effectivement, on n'est pas très typé sur un persona. J'aime bien ta plateforme de marque. En voyant ton site, ça illustre bien ce que tu es en train de me dire, effectivement. J'ai plein de questions, du coup, sur le site, mais je me faisais une réflexion tout à l'heure quand on parlait de persona assez large et de gamme de produits aussi assez large. C'est que, d'un côté, est-ce que ça ne te force pas à aller très vite pour poser une notoriété forte ? C'est beaucoup plus facile, je pense, de ne pas lever des fonds, d'être en bootstrap et de se dire, bon, je vais m'adresser aux gamines de 16 à 18 ou 18 à 22, j'en sais rien, sur un projet très précis et un produit très refermé. Ouais. Disons, c'est plus facile à coût limité que de dire, on parle des hormones à toutes les femmes.
Et puis tu as raison, c'est un vrai choix. Mais nous, notre grand sujet de plateforme de marque, quand tu parles du cœur de mission, c'est vraiment aussi démocratiser ces sujets. Et on ne voulait pas le faire, on ne voulait pas tomber, peut-être que j'ai fait trop de marketing, mais je ne voulais pas tomber dans les fameux je m'adresse à la femme de temps. Si tu veux démocratiser le sujet, moi je préfère parler des faits, de ce qui se passe dans le corps, parler physiologie. On essaye d'ailleurs, c'est ce qu'on fait de plus en plus, on travaille de plus en plus sur des formats vidéo un peu pédagogiques. La pédagogie, c'est notre mot-clé. Et en fait, je me dis, pédagogie, si tu t'adresses que justement à un type de cible, j'avais peur de tomber dans le travers où tu vas limiter le produit justement à un type de cible alors que ça ne reflète pas la réalité de ce qu'on a vu. Si tu commences à parler que de ménopause, c'est génial, hein, c'est un super marché, peut-être que plus de femmes reconnaîtraient. Et en même temps, c'est dommage, c'est segmentant parce que nous, on a des femmes qui souffrent d'endométriose et beaucoup de femmes jeunes qui disaient, en fait, je ne me rendais pas conscience qu'avant mes règles, j'étais un peu moins confortable dans mes affaires et qui utilisent le gel intime et qui ne l'auraient pas fait si on s'était adressé qu'aux femmes en période de ménopause. Donc oui, c'est peut-être un peu plus casse-gueule à la base et en même temps, ce qui est top, c'est que tu crées aussi un peu une autorité de marque référente et nous, on a fait des événements clients, mais c'était assez magique, quoi. Autour de la table, on avait des femmes de 55 ans, des femmes de 20 ans, des femmes de 40 ans et c'était, franchement, c'était hyper drôle, quoi. On s'est retrouvés, on n'a pas du tout sélectionné. À Paris, on a fait de ça et on a eu des réflexions. On a fait ça chez Gynécée aussi, qui est un centre féminin à Paris. Et elle me disait, j'ai jamais vu une marque qui avait une clientèle aussi diversifiée. Et on pense vraiment que c'est une force, qu'on va en faire une force. C'est tout ce que je te souhaite. J'aimerais parler de 3 choses, entre autres, mais au moins encore 3 choses. 4. Le site, votre marketing et votre distrib. Ouais. Et comme j'étais sur le site à l'instant, tu m'as dit effectivement que tu avais des clés d'entrée qui étaient sur les symptômes, mais je trouve intéressant parce que ton menu, c'est la boutique, évidemment, mais ensuite c'est symptômes, donc, désagréments, variations d'humeur, inconfort, phase de vie, prémenstruelle, SOPK et endométriose, arrêt de contraception, grossesse, périménopause. Donc c'est vraiment des clés d'entrée. Voilà, pardon, je rebondissais sur ce que tu me disais, les clés d'entrée sur le... on est vraiment les symptômes, mais il y a aussi du coup les phases de vie. Ouais. On est vraiment par l'éducation. C'est vraiment notre approche. Et les phases de vie, parce que finalement, tu peux rentrer aussi bien par un symptôme qu'une phase de vie. Tu sais pas trop bien ce qui t'arrive. Tu as des femmes qui n'arrivent pas forcément à analyser et qui après vont se retrouver, tu vois, dans certaines phases de vie. C'est pour ça qu'on a fait aussi beaucoup de bundles d'accompagnement. Ça demande beaucoup d'accompagnement. On a énormément de femmes. Par exemple, on a un petit diagnostic hormonal. On commence à faire... pas mal d'articles, des petites sessions, enfin beaucoup de lives, beaucoup d'interviews d'experts et autres pour que les femmes se repèrent. C'est un sujet qui n'est pas un sujet d'impulsion, c'est un sujet qui est un sujet de pédagogie. Et effectivement, il y a beaucoup de femmes qui passent par ces diagnostics, qui vont lire les articles. On a beaucoup de trafic organique. Et je pense que, tu vois, tu parlais aussi de la partie distribution. Pourquoi avoir fait tant de produits ? C'est vrai que c'est très capitalistique aussi de lancer beaucoup de produits au départ. Parce que pour nous, si tu veux devenir et prendre cette position de marque référente transgénérationnelle, c'est pas possible avec 3 produits ou 4 produits. Ton discours est pas du tout le même. Et en plus, tu n'as pas de visibilité après en magasin. Aujourd'hui, on est dans des circuits de distribution un peu conseil. On en parlait et nous, on se bat beaucoup sur la présentation des produits avec une part minimum de linéaire où les produits sont ensemble, avoir des leaflets explicatifs à côté. Parce que c'est ça qui te fait l'entrée dans la marque. On le voit, tu vois, même chez un Monoprix, les gens prennent d'abord, il y a de la première vague, ils prennent tous les leaflets. Il y a 15-20 leaflets dans la PLV. Et la deuxième vague, les gens viennent acheter. Et après, on a beaucoup de réachats. Ça, c'est la force de la marque. Mais voilà, il y a vraiment des étapes. Ce n'est pas le produit d'impulsion que tu vas mettre à la caisse et prendre comme ça. Tu as besoin de comprendre, de plonger un petit peu dans la marque. Et c'est plus facile quand tu as quand même un certain nombre de produits de dire, voilà, moi, j'adresse vraiment le sujet. Regardez comment j'ai décortiqué que quand tu n'as que 3 produits. Je comprends, évidemment. Tu as parlé de distrib, allons-y en fait. On est dedans. On y va. Où est-ce qu'on vous trouve ? Pédagogie, dans le mot-clé. En fait, dans des distributeurs conseils. On a vachement hésité entre la pharma. On a fait des petits tests en pharma aussi. Et puis des distributions plus orientées conseils. Donc des chaînes spécialisées en bio. Alors moi, j'aime beaucoup comme des Mademoiselle Bio, des Nouveau, on en a parlé. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils ont des vendeuses hyper formées et des clientes qui sont hyper expertes en fait en termes d'ingrédients, d'actifs, donc ils se reconnaissent bien dans les produits. Je connais moins Mademoiselle Bio, mais Nuo est passé sur le panier. Super épisode que je vous recommande avec Maxime Richard. Il y a un alignement de valeurs aussi, non ? Ouais, il y a un alignement de valeurs et surtout ce que j'aime bien, c'est que
Dans ces chaînes bio, les gens sont ultra formés aux ingrédients, aux contre-indications, aux spécificités. Tu as vraiment un écrin de conseils que les gens viennent chercher. Donc le meilleur représentant, c'est l'humain, au-delà des leaflets. Et ça, c'est vraiment des chaînes qui sont très, très axées conseils. Ils ne veulent pas de leaflets de marque. On n'a pas le droit. Par contre, tu as la vendeuse qui est là et les vendeuses sont super formées. Donc ça, c'est un bonheur parce qu'on a vraiment des retours terrain. Nous, on est dans une dynamique où en fait... nouveau type de produit, nouveau marché, tu as intérêt à mieux comprendre les ressorts de ce qui se passe sur le terrain pour bien avancer. Donc effectivement, c'est des partenaires assez proches. On a Joli Moi aussi, qui a un super système, je ne sais pas si tu connais, mais de vente un peu... Si, Isabelle Rabier qui est passée sur le panier aussi. Très bon épisode où on parle pas de social commerce, mais le terme échappe. Mais bref, super épisode que je vous recommande. Et pour nous, c'est idéal encore une fois, parce que c'est du bouche à oreille. C'est des filles qui vont utiliser les produits, en parler. Ça fait beaucoup de bruit du GC sur les réseaux, donc c'est un super modèle aussi. Le nouvel espace pilote Santé Monoprix, donc là dans 35 Monoprix, et puis après des distributions un peu plus prestige, donc des concept stores, Le Bon Marché à Paris, qui nous accompagnent vraiment bien aussi dans cette transition. Et l'idée, encore une fois, c'est d'être... Oui. Le Monoprix et Le Bon Marché, comment t'es rentré dans Monoprix ? Alors écoute, Monoprix, j'ai été les chercher parce que je pensais vraiment... Enfin, merci. Enfin, pardon, c'est très bien. Mais j'ai eu 2 ou 3 invités ces derniers mois qui m'ont dit non, mais ils sont venus, ils ont toqué à la porte. Ah non, je suis passée par la fenêtre, le balcon, partout. Non, et en plus, on a eu de la chance qu'on a été assez approchés, les Mademoiselle Bio, les nous et tout. Enfin, ça s'est fait de manière très fluide par des gens qui nous ont contactés. Mais là, vraiment, je voulais un test chez Monoprix parce que justement, je voulais un test dans un espace où tu es un peu moins de conseils, où c'est un peu plus du libre service. Et moi, j'ai toujours adoré ce concept de tout en un. Quand t'as pas le temps, tu fais tes courses, tu vas acheter ta cosméto, tu fais des trucs. Je trouve que c'est un super écrin pour présenter des nouvelles marques. Raconte-moi comment tu rentres par la fenêtre chez Monoprix. Tu contactes tous ceux que tu vois sur LinkedIn, t'en parles autour de toi en disant je ferais vraiment bien un test chez Monoprix. Puis moi, tiens, je connais un mec, là, je crois qu'il bosse sur l'espace santé. Attends, il va te donner un contact. Tu passes, voilà, l'audace, quoi. Enfin, en entrepreneur. L'audace. Et les contacts. Et la persévérance. Et la persévérance. Mais ça, j'ai vraiment voulu faire ce test. Et puis tout d'un coup, tu as quelqu'un de Monoprix Space Santé qui t'appelle en disant présentez-nous la marque. Voilà. Ça va, c'est bon, allez-y. On n'en peut plus. Et du coup, 35 Espace Santé à Paris ? Pas à Paris, en France. Okay. Ouais. Ils ont des villes pilotes. Donc, t'en as Annecy, Marseille, Nice, Troyes, Lille. Puis voilà, t'as Paris, t'as Monoprix Nation, Beaugrenelle, Montparnasse, Passy, Saint-Cloud. T'en as pas mal, en fait, ils développent pas mal le concept. Et là, ils sont en train de rapprocher ce nouvel espace santé, qui a des rayons vraiment un peu plus holistiques. T'es sur de la féminité, etc. Et ils sont en train de les rapprocher de l'espace parapharmacie. Donc, on va voir quel est le plan prévu pour l'année prochaine. Mais c'est super, parce qu'on sait déjà qu'on sort dans le premier quartile des marques qui sortent bien, alors qu'on n'est pas arrivé les premiers. Et franchement, ils nous font un super relais aussi, Monoprix, là-dessus. Et puis, c'est sympa parce que ce qu'on voit vraiment, c'est qu'il y a toujours un tout petit peu d'inertie au début, cette fameuse évangélisation. Donc, on dit, tiens, les leaflets partent, pas les produits les premières semaines. Et puis après, tu as l'effet retour, c'est-à-dire les gens viennent rechercher les produits. Et ça, c'est dans tous les réseaux. C'est quelque chose qui est très rassurant, c'est d'avoir un bon réachat, quoi, en fait. Et Le Bon Marché, t'es rentré par la fenêtre aussi ? Non. Là, ils ont été sympas, Le Bon Marché. Non, Le Bon Marché, ils ont des super équipes aussi qui font un peu de veille. Et si, on a eu un contact, par contre. On a eu un contact, mais ça a été vraiment très fluide, Le Bon Marché. Alors que le Monoprix, j'ai tapé à toutes les portes. Et on a commencé il y a 6 mois à peu près au Bon Marché. Un petit peu moins, pardon. En avril-mai. Voilà, j'ai plus de notion du temps. Donc, il y a quelques mois. Et par contre, ce qui est génial, c'est que c'est des équipes très proches aussi. Donc, ça veut dire qu'ils vont te mettre en avant. Tu peux faire des animations, avoir des tables réservées. On a une super période d'exposition en juillet-août. Enfin, voilà. C'est pas des grosses machines. C'est des personnes qui travaillent près de toi et de ta stratégie et qui te permettent de comprendre aussi des modes de consommation un peu différents. C'est très différent, la consommatrice de Joli Moi au Bon Marché, au Monoprix jusqu'à un Mademoiselle Bio. Je pense qu'on est sur des profils de consommatrices assez différentes et pourtant elles viennent chercher nos produits, donc c'est rassurant. Et c'est aussi un peu de l'influence d'être au Bon Marché, non ? C'est de l'influence, ouais, tu as complètement raison. C'est une question qu'on s'est posée parce qu'à un moment on a été approché aussi par le super nouvel espace wellness aux Galeries Lafayette et le Printemps qui a fait un truc très original aussi sur le mix lingerie. On avait fait un test aux Galeries Lafayette, mix lingerie menstruelle et produits intimité. Et donc, on s'est évidemment posé la question. Ça a été c'est un peu le drame, tu vas dire, encore un problème de riche. Pourquoi tu t'es posé la question ? Tu n'avais pas le choix ? Parce qu'en fait, Le Bon Marché, c'est en exclusivité. Donc, soit on allait au Bon Marché.
1 an. Voilà. Bon, Mathilde, si tu nous entends, sois clémente. Non, je plaisante. Non, en fait, la question, c'était de se dire, en fait, si on va au bon marché, autant les Galeries Lafayette se posaient pas de problème d'exclusivité ni le printemps, autant le bon marché, c'est les seuls qui disent non. Si vous êtes chez nous pendant 1 an, on sait qu'on est la vitrine la plus exclusive, etc. Et vous irez après. Donc, ça retarde, en fait, et quand tu es en petite start-up, tu as plutôt envie d'aller vite chez le distributeur. Donc, c'était un vrai dilemme. Et après, on s'est dit, on préfère aussi, vraiment jouer le jeu avec eux. Ils nous ont promis, par exemple, là, on va faire un super événement avec des journalistes en masterclass, en petit comité. Donc, ils nous accompagnent vraiment, en fait, à faire connaître la marque. C'est vraiment ce qu'on peut leur reconnaître, c'est qu'ils arrivent à construire des marques. Il y a quand même beaucoup de veille, et notamment de veille de distributeurs étrangers. Bon marché, c'est une très bonne vitrine. Quand je dis que c'est de l'influence, c'est parce que Bien sûr. Les distributeurs s'inspirent de ce qui est référencé au bon marché. Puis c'est un super bel écran. On peut dire ce qu'on veut. C'est un très bel écran. C'est une clientèle assez avant-gardiste, donc ça permet de voir si on tombe dedans ou pas. Enfin, il y a beaucoup de tests intéressants à faire au bon marché. Mais l'exclusivité, c'est dur pour les startups. Ouais. Oui, il y a des tests à faire intéressants. Enfin, il y a des tests intéressants à faire si on arrive à y rentrer. Je suis en train de me demander what's in it for them. Qu'est-ce qu'ils y gagnent. Mais en fait, c'est d'aller chercher les bassins d'audience de marques intéressantes, innovantes, engagées. Eux, leur positionnement, quand tu parles avec les acheteurs, ils disent on est vraiment des dénicheurs de tendances. Ouais. Eux, c'est vraiment leur positionnement. Donc en fait, ils vont aller chercher, justement, sentir les nouvelles tendances et après les mettre en musique. Donc, hyper intéressant. Écoute, en tout cas, l'équipe est top. Ils nous accompagnent bien. Quand est-ce que vous venez, mesdames et messieurs du bon marché, me raconter comment vous dénichez les tendances sur les nouvelles startups françaises? Vous êtes les bienvenus. Je te demanderai une intro peut-être. Oui, avec plaisir. On va rentrer par la fenêtre. Pharma? Alors, Pharma, on a fait un test. Écoute, la première année, là, on s'est fait approcher par un incubateur. Je trouvais le concept génial parce que j'avais touché un peu la pharma chez Caudalie dans mon expérience précédente et je trouvais que c'était compliqué et long. Il faut avoir des armées de commerciaux et une armée il faut vraiment être très structuré d'un point de vue commercial. Des armes. Voilà. Et il y a un concept qui s'appelle l'armoire à beauté, qui est super intéressant, qui est un espèce d'incubateur de pharma. Donc Aurore nous a approchés et nous a dit moi je teste une armoire en fait de marque Green que je pose en pharma. Donc c'est vraiment un gros support. Tu vois, tu as une dizaine de marques. Et je vous mets dans 30, c'était 30 pharma, je crois, la première année. Drôle, je ne connaissais pas. L'armoireabeauté.com, tout simplement, tout attaché, voilà. Sans accent, évidemment, sans. Voilà. Ok. Et sauf qu'on a testé en plein Covid. Donc avec des résultats un peu mitigés. Bon, en même temps, l'affluence dans les pharmacies a dû exploser. Oui, mais en fait, mais ils venaient pas pour sur ça, la dermo. Ouais. Les gens venaient pas, si tu veux. Tu avais plutôt des gens qui se tournaient le dos avec des masques et qui attendaient leur tour pour faire leur vaccin que des gens qui allaient dans l'attente à l'extérieur, dans le froid. Les jolies marques et se poser des questions de l'équipe hormonale. Non, je plaisante, mais en fait, oui, c'est très intéressant parce que ça te permet de tester en plusieurs pharmacies. Donc, tu as des vrais retours terrain, etc. C'était un petit peu décevant pour nos résultats. Et puis surtout, on s'est dit que on n'a pas bien su lire les résultats. Tu as des pharmacies qui marchaient très bien, d'autres beaucoup moins bien. Et en fait, c'était un peu splitté dans toute la France et on n'a pas su lire et comprendre vraiment ce qui fonctionnait ou pas. Et résultat, on s'est dit, la pharma, par exemple, on a des pharmas qui cartonnent, comme la grande pharmacie de Bailly, que tu dois connaître à Saint-Lazare, qui est un peu la vitrine des jeunes marques. Parce que c'est vraiment des gens qui viennent aussi, la population qui va là-bas, va chercher les nouvelles marques, va tester. On est vraiment sur ce modèle un peu plus concept store que pharma. Je ne suis pas sûre que la pharma de quartier, sans avoir une vraie stratégie commerciale, on dit « Ok, on mise tout sur la pharma et là, on le joue vraiment avec des armées de commerciaux en propre, etc. » soit notre stratégie prioritaire. On va plutôt le jouer en opportunité sur... on a des différences, un différentiel de pharma de vente qui vont de 1 à 10 d'une pharma à l'autre. C'est énorme, un facteur de 1 à 10. Ouais, si tu n'as pas d'indicateur pour comprendre pourquoi, comment... Donc, c'est compliqué d'en tirer des enseignements. Et puis après, il y a quelque chose pour la pharma. C'est un super circuit, effectivement, pour des produits un peu santé comme les nôtres et distribution. Puis on a quelques pharma passionnés. Quand elles pensent aux produits, elles sont absolument géniales. Mais c'est pas non plus un distribution qui va construire un peu ta notoriété. Et nous, je pense qu'on a vraiment besoin de construire sa notoriété parce que comme c'est pas des produits auxquels on peut penser spontanément, parce que c'est assez nouveau,
on a besoin aussi d'avoir des partenaires distributeurs qui vont être des co-builders, tu vois, de marque. Et c'est là où un bon marché, un Monop, qui te mettent dans leur journée presse, qui te mettent dans leur catalogue, qui te font des posts, là, tu es vraiment dans démocratise et évangélise avec toi sur ton sujet. Pour moi, la pharma, ça vient un peu au secours de la victoire. Une fois que tu as installé ta marque, que tu as de la noto, que machin, on peut venir te chercher dans un maillage de proximité. Mais avant, il faut quand même la construire, cette marque et cette noto. Donc, c'est un peu comme ça qu'on le structure. Je ne me souviens pas avoir entendu cette expression, je la trouve marrante. Au secours de la victoire ? Ouais, tu sais, quand on dit pareil, la pub, est-ce que ça vient au secours de la victoire ? Ça veut dire, en fait, quand tu as déjà acquis suffisamment de notoriété et qu'on va venir te chercher, dans ce cas, c'est génial d'avoir du maillage local et de la pharma, parce que t'en as 22 000 en France, c'est un super. Mais c'est pas eux qui vont forcément te faire, tu vois, te faire booster ta notoriété à l'origine. Et je pense qu'il faut avoir un peu plus de noto et d'installation avant d'aller en pharma, ou alors le jouer à 200% et ne jouer que la pharma. Aujourd'hui, c'est pas comme ça qu'on a choisi de le faire. Merci infiniment. J'aimerais terminer. Alors, on parlera du marketing dans un an. On fera un catch-up et tu me diras comment s'est passée ton année. Vous avez fait une petite levée, c'est ça ? Alors, on a fait du Friends and Family au départ et on a levé de la dette. Et là, on va se poser la question l'année prochaine de lever des fonds pour aller plus loin, développer un petit peu l'équipe. Et on a quand même développé 12 produits, donc c'est beaucoup. Et il y a plein de choses à faire, on le voit, il y a beaucoup de distrib à attaquer. Donc, on va se poser la question. Tu me raconteras l'évolution de la distrib et ton marketing mix dans un an. Ouais. Mais j'aimerais terminer sur la tech, juste pour un état des lieux. Tu étais dans des grands groupes, tu me disais que tu as touché un peu à tout, du lourd, du Magento, entre autres. Là, vous êtes sur WooCommerce. Ouais. Pourquoi ? Écoute, je me suis beaucoup posé la question entre Shopify et WooCommerce. Moi, je trouve qu'en termes d'agilité, alors avec les faiblesses, on en parlait, ça veut dire que les extensions, au début, j'étais complètement en joie. Waouh, autant on peut faire ça. Je plug mon craft de fit que d'habitude, on met 15 ans à développer, bam, une extension. Puis à un moment, je me suis retrouvée avec 70 extensions. Je devenais complètement addict aux extensions. Et puis le site est moins stable tout d'un coup. Oui. Et il met 30 secondes à charger. En fait, voilà, c'est ça. Donc je me suis rendu compte qu'il y avait un juste équilibre en fait, entre cet open source avec sa foule de possibilités, puis en même temps qui demande un peu de rigueur et d'exigence pour justement bien cadrer les choses, se renseigner à chaque extension, etc. Donc depuis, on est aussi accompagné un peu par une agence de maintenance qui nous aide là-dessus. Et puis évidemment, c'est toujours ce que tu connais le mieux que tu fais le plus mal, puisque j'ai quand même réussi à casser un peu le code de mon site. Au début, j'ai fait toute seule sur WooCommerce, et puis après, on a une agence qui nous a fait une micro-refonte graphique qui nous a cassé tout le SEO et le code. Donc là, on est encore en train de récupérer les pots cassés et en fait de faire une refonte du site, tout simplement. Mais en fait, je trouve qu'on s'est posé la question, donc est-ce qu'on va sur Shopify ou WooCommerce ? Et en fait, on n'a pas vocation à avoir 200 produits. Ton nombre de références rentre beaucoup en jeu, comme sur un Magento et autres. Et on nous a dit que maintenant qu'on connaissait à peu près les fonctionnalités de base qu'on voulait et tout, c'est tout aussi bien de continuer sur un WooCommerce. En fait, mais surtout qu'il est stable, il est rapide. Je peux dire que il va être encore mieux, mais non, mais c'est désespérant parce qu'on a commencé avec un bon référencement, on avait commencé à lancer des articles et tout un peu avant, on était bien noté sur les outils de référencement et en fait c'est très pernicieux quand tu es dans le cœur de l'action. J'insiste là-dessus pour les entrepreneurs, mais regardez toujours vos métriques web et faites des petits audits SEO parce qu'on a mis 4-5 mois à identifier ce bug de base de données. Tu sais, quand tu as des instabilités et puis on a commencé à rejeter un coup d'œil à l'audit de référencement et on s'est rendu compte qu'on avait complètement chuté. Et en fait, là, on est en train de récupérer, mais bon, on a perdu quelques mois, quoi. Donc, c'est dommage. Mais c'est bien de voir la courbe de progression maintenant. On est content, quoi. On fait, non, en fait, on stagnait pas. Donc, voilà, les aléas du web. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il faut vraiment savoir où se mettre. Moi, je suis très curieuse aussi de ces technologies et j'avoue que je pense qu'il faut avoir le minimum de frustration. Moi, j'aime bien pouvoir toucher un tout petit peu aux outils, voir les possibilités, quitte à y passer un peu de temps. Et sur Shopify, je me sentais un peu plus frustrée en termes de personnalisation. Alors, il faut vraiment rentrer dans le code, ce que je ne voulais pas faire non plus. Donc, je trouve que WooCommerce, pour moi, était un super outil entre deux, quoi. Après, on se posera la question dans 5 ans si on explose. Non, mais c'est un super outil. Ça fait partie des outils qu'on maîtrise bien et qu'on affectionne chez Cosa Vostra, avec Shopify aussi. Mais chacun a ses avantages, ses inconvénients. Tu as du Trustpilot par produit. Ouais. Ok.
pourquoi Trustpilot et ça, tu l'as en gratuit ou pas? Non, hein, non, là on a fait parce qu'en fait, alors on avait commencé à faire un programme ambassadeur, on a fait une page pour parce que nous c'est très important le bouche-oreille, les avis, encore plus que ça. C'est pas juste pour avoir la note moyenne, c'est parce que les gens décrivent leur expérience. Je sais pas si tu vois, et c'est ça qui nous apporte énormément. C'est personne qui dit vraiment ça a vraiment changé, ça et ça, parce que tu vas retrouver des symptômes très très différents. Par exemple, sur le complément alimentaire équilibre féminin, tu verras que tu en as qui parlent de l'arrêt de leur bouffée de chaleur et d'autres qui vont te parler de choses complètement différentes, de douleurs. Donc c'est ça qui est, pour nous, ce qu'elles vont dire sur les produits est d'autant plus important, limite que la note, parce que c'est là où tu transmets les expériences. Et en fait, on était dans cette fameuse phase très déprimante où on corrigeait les bugs du site et on corrigeait les problèmes techniques. Et on s'est rendu compte que on n'avait pas, enfin, on disait on peut vraiment développer les avis parce que les clientes envoyaient plus, on avait même des bugs sur les dépôts d'avis, etc. Et les clientes envoyaient beaucoup de mails, tu reçois beaucoup de DM sur Instagram de clientes qui disaient j'adore et tout est là, mais écrivez un avis sur le site. Et en fait, on voulait automatiser ça. Et on voulait aussi que ça aide à récupérer aussi un petit peu niveau référencement, etc. Enfin, que tout soit simplifié. Et en fait, j'avoue que les plugins de Trustpilot nous ont convaincus. L'idée, c'était d'aller vite et de mettre en place des emails automatiques sur les avis qui servent pour le référencement, qui puissent être multilingues parce qu'on travaille sur un site multilingue. Enfin voilà, on a voulu choisir un plugin un peu tout en un. Tu sais combien tu payes? Ouais, c'est à peu près 200 € par mois. Je retrouve pas les avis sur la fiche produit. C'est pas normal. Sur quel produit? Je suis sur le gel intime. Ouais. Pardon, je vais tourner mon écran comme ça, tu peux parler dans le micro. Vas-y, descends. Donc je vois bien sur la liste produits quand je suis dans la boutique, ça va s'afficher, bam, les avis. Vas-y, si tu vas dans le détail, c'est sous la description. Ouais, bon, on a des petits, je pense que c'est encore un problème de cache. Ouais, on est en train de régler ça. Vas-y, refais, actualise, mais normalement tu peux les voir. Ouais, donc ça arrive malheureusement. D'accord, mais ils y sont. Bah ouais, normalement. Sujet, okay. Non, mais c'est arrivé plusieurs fois. On a des problèmes de cache. Mais tu vois, ce matin, je les voyais. Regarde, si tu vas sur mobile, à mon avis, tu peux les voir. Mais... Je te crois sur parole. Non, mais c'est agaçant, tu vois. Les joies Et en fait, c'est aussi pour ça qu'on fait la refonte. C'est qu'il y a des petites instabilités de ce côté-là. Donc, pas des choses graves, pas des choses qui impactent encore sur la commande et tout, mais des choses... Non, il n'y a pas mort d'homme, mais c'est la réassurance. C'est un moment où c'est bien dans... Ouais, mais surtout que c'est ça, le nerf de la guerre, c'est les avis. Et tu les vois en homepage, par contre, c'est ça? Oui. Ouais. Et sur la liste produits. Bon, tu vois. Voilà. Merci infiniment. Je suis en train de regarder. Est-ce que j'ai oublié des choses? Je voulais te poser aussi la question de l'univers concurrentiel, mais on en reparlera dans un an pour voir comment il était aujourd'hui et comment il aurait évolué entre-temps. J'ai trouvé ça passionnant. J'espère, chères auditrices, chers auditeurs, que vous avez appris des choses. Moi, j'en ai appris plein et je suis sensibilisé à un sujet que je ne maîtrisais pas ou mal. Tu vas devenir spécialiste des déséquilibres hormonaux. Merci infiniment, Caroline. C'était passionnant. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez retrouver Caroline de Blinière ou Anna Walid sur LinkedIn et évidemment miye.care, miye.care, C-A-R-E, pour retrouver tous les produits. Merci pour ton temps. Merci. Merci à tous. À bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et surtout, laissez-moi une note et un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos amis dans le business. Chaque nouvel auditeur est une victoire. Si vous avez besoin de lancer ou refondre votre site internet, de créer un Shopify ou un WooCommerce, de performer avec une stratégie de contenu efficace, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@cosavostra.com. On se fera un plaisir de vous répondre. Et enfin, et surtout, inscrivez-vous à la newsletter du panier sur lepanier.io. À bientôt pour un prochain épisode.